Allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? En fait, je regarde le live et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites de façon un peu catégorique. Ah, pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et moi? Prisca Roselyne. Ah, Prisca Roselyne. Oh, mais ta voix est douce par rapport à tes commentaires, mais tu es dur en commentaire, hein? C'est la sœur Prisca Roselyne, envoie des pouces et des cœurs. Nous t'écoutons. En fait, c'est un sujet qui est très délicat, mais qui touche à la vie de tout le monde. Oui. Et en même temps, ça touche à l'humain. Et l'humain, on sait très bien qu'il n'y a pas de formule magique pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par rapport à l'histoire de chacun, on fera des choix. Et des choix qui peuvent changer au cours de la vie. Oui. Maintenant, quand ça implique des enfants, c'est très délicat parce que quand on a déjà des enfants, normalement, quand on rencontre une personne, on doit faire attention. On ne peut pas rentrer comme ça dans une relation au bout de 2 mois. Il faut étudier le caractère de la personne, voir de quel milieu elle est. Si cette personne, si déjà le caractère est compatible en fait. D'accord. Et aussi voir les intérêts qu'on s'est fixés soi-même, parce que dans toute relation, on a toujours un intérêt particulier à entrer ou pas dans une relation. Oui. Qui peut dire oh non, parce que vous êtes collé, Tout à fait. Donc, à partir de là, je pense qu'à la base, déjà, il faut se voir honnête la façon sur laquelle aborder une relation. Il ne faut pas qu'on se dise, oui, bon, le regard de la société, je vais accepter cette relation-là et d'être la meilleure ou le meilleur. On ne peut pas être le meilleur ou la meilleure quand on rentre dans une famille recomposée. Même que soit tout avancé le pas, papa que on a maman ensemble, même mon gars la péco, mon frère mon bachilo. Tu ne seras jamais sa mère, tu ne seras jamais son père. Partant de ce constat, ça ne sert à rien de faire des efforts surhumains pour essayer de conquérir le cœur d'un enfant qui connaît déjà ses parents. On peut être un complément, mais on ne peut pas se substituer. Et c'est une erreur de vouloir se substituer aux parents que l'enfant connaît déjà. Et après, pour le reste de la relation, si on veut que ça fonctionne, il faut mettre des règles très claires en place. C'est quand il n'y a pas de règles édictées que souvent, excuse-moi, ça part en vrille en fait. Parce que les personnes arrivent, les règles ne sont pas faites, chacun essaye de faire à sa façon et il y a des non-dits. Quand quelqu'un, on sait très bien qu'il ne faut pas manger dans les toilettes, la personne va manger dans les toilettes, si tu ne lui dis pas qu'on ne mange pas dans les toilettes, et après en gros, ah non, ça nous dégoûte de mettre les toilettes au chemin façon tienne. Mais en fait, ça se trouve, la personne ne sait pas que c'est une mauvaise manière de faire. Donc déjà fixer un cadre bien défini et après on essaie de voir comment ça fonctionne dans le cadre. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là on tire les conclusions. Après l'histoire du nombre d'enfants que le mec ou la nana a quand on rencontre, ça après c'est des histoires personnelles, c'est des choix personnels. Mais toi tu es pour ou tu es contre la famille recomposée? Je ne suis ni pour ni contre. Parce que ce que je n'accepte pas aujourd'hui, peut-être que je peux l'accepter demain, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que si moi je rencontre une personne qui a déjà des enfants, ça dépendra en fait d'un certain nombre de critères. Un homme, il peut avoir un seul enfant avec une femme. S'il me dit qu'il s'est séparé parce qu'il a tapé la femme tous les jours, eh ben, il peut être milliardaire, ça ne m'intéresserait pas du tout. C'est clair. Voilà. Après, on peut aussi tomber sur quelqu'un qui a 10 enfants et qui peut être hyper milliardaire, qui est posé, qui est tout ce qu'il faut. C'est bien, en fait, c'est pas un critère tout seul qu'il faut prendre en compte, c'est un ensemble de critères qu'on va mettre en fait en parallèle avec nos valeurs, nos convictions et nos aspirations de demain. Tout à fait. Voilà. Wow. Maintenant, il y a des choses, il y a des personnes qui sont très catégoriques parce qu'elles ont eu des vécus ou des expériences, soit vécues personnellement ou par rapport à des hommes, des femmes de leur famille. Ils ne veulent pas reproduire cela. Moi, j'ai dans mon entourage professionnel un collègue qui a 26 ans. Lui, il signe au stylo rouge qu'il ne va jamais se marier,
et qu'il n'aura jamais d'enfant, son objectif c'est de boire tous les jours et de faire la fête. Parce qu'il a vu ses parents mariés se divorcer, son oncle pareil, sa grande sœur pareil, il s'est dit le mariage ça ne sert à rien, les enfants ça ne sert à rien. Et quand il se met avec une copine, ça va très bien. Au début il leur dit moi je ne veux pas avoir d'enfant. Quand la fille commence à vouloir avoir un enfant, il dit salut, moi je suis pas là, je t'ai prévenu au début. Il y a des gens comme ça qui ont des histoires qui les marquent. Tout à fait. C'est dommage, à tort ou à raison, mais après, je pense que pour faire le bon choix, il faut toujours mettre en avant ses propres intérêts. L'intérêt, c'est pas forcément que financier. Non. Mais c'est aussi notre capacité à accepter ou pas certaines choses. Tout à fait. Si une femme ou un homme, faire à manger tous les jours, c'est déjà un casse-tête, entrer dans un couple où la personne va dire moi j'aime bien que mon conjoint fasse à manger, on sait très bien que déjà. Vraiment. Donc c'est être honnête avec soi-même et savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et je trouve que c'est ce que souvent on ne fait pas nous-mêmes en fait. On sait ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, mais on ne veut pas l'exprimer parce qu'on se dit ah non, si je le dis pas, si je le dis peut-être que la personne va me rejeter et du coup je vais passer à côté d'une occasion. Non, savoir ce qu'on veut, c'est éviter d'être dans une situation qu'on ne veut pas. Et c'est très important. D'accord. Mais l'histoire des familles recomposées, là, par exemple, nous, on sait que parfois, en prenant l'âge, tout ça, et puis par rapport à la vie en Europe, les parents disent que quand dit mon collègue en fait mon double barachi mon fait un enfant pour toi parce que mon gars a 40 ans, mon gars a 50 ans là, alors que l'homme de ta vie là n'est pas encore arrivé, mais on te pousse à aller faire des enfants avec ceux qui ne sont pas les hommes de ta destinée. Tu vois pas que c'est tiré comme ça, c'est pas du gaspillage. Ben ça en fait c'est le poids de la société. Et en fait, ce poids-là est beaucoup plus présent dans la société africaine, en fait. Oui. Et c'est aussi un caractère personnel qu'on a. Soit on est capable de résister à cette pression, et puis on est toujours dans le fight avec les gens, de façon soit violente ou soit soft, ou alors on n'a pas assez de force de caractère, on accepte, et malheureusement, on regrette souvent des choix. Ben oui. Parce que souvent, on nous dit au pays, oui, un peu regretter, méga grand tout. Mais il y a combien de filles, en fait, si on prend le nombre de nos sœurs, combien ont réellement désiré leurs enfants? Ça. Parce que désirer un enfant, c'est aussi accepter de se sacrifier pour cet enfant. Le sacrifice, c'est pas forcément une souffrance, c'est de faire passer l'intérêt de cet enfant-là avant le nôtre. Je ne dis pas que les gens qui sont tombés enceintes de façon entre guillemets accidentelle, c'est pas des bons choix, c'est des bons choix. Mais dans notre force de caractère, il y a des femmes qui vont accepter de faire face à cette situation-là sans problème, et il y en a qui, quand elles cèdent à la pression de cette société-là, après, elles vont rentrer en dépression sans le savoir. Ben oui, alors que l'homme de ta vie là, est quelque part là-bas, il te regarde. Parce que quand on cède à cette pression, c'est pas parce qu'on arrive à 40 ans, on n'a pas d'enfant que ça veut dire que c'est tout cuit. Janet Jackson, elle a eu son premier enfant à quel âge? 50 ans, elle a eu son premier enfant. Je ne dis pas que c'est un exemple. Et récemment, Naomi Campbell, même c'est pas un exemple. Comment elle s'appelle, l'ancienne femme de Rambo, là, Brigitte Nielsen? Bon, elle s'est un peu tirée par les cheveux, mais c'est aussi un choix. Elle a fait un enfant avec son dernier mari à 54 ans. Tout ça pour dire quoi? Ça ne veut pas dire que oui, il faut en oublier jusqu'à... Mais pour faire un enfant, il faut mettre des situations bien en place. Un enfant, c'est un engagement financier. C'est un engagement moral, c'est une filiation. Est-ce que déjà, quand les nous sommes au Warazo, nous qui prédit le reconnaître Nengani, ça veut dire une filiation pour l'enfant, parce que pour nous, dans les sociétés africaines, c'est très important que l'enfant porte le nom du père ou connaisse son père et sa famille. Ça, c'est important. Est-ce que l'homme en question, il est capable ou il est d'accord pour supporter la charge financière de cet enfant? Il y a beaucoup de choses que nous, femmes, on doit se poser la question. Parce que mine de rien, oui, on rencontre quelqu'un aujourd'hui, tac, tac, boum, boum, mais au final, en fait, je suis désolée, la décision revient à la femme. De dire, je prends le risque ou pas de tomber enceinte, parce que tomber enceinte, c'est un risque. Oui. Donc c'est aussi aux femmes, je pense, de savoir ce qu'elles veulent à la base.
quand elles rentrent dans une relation, est-ce que c'est juste pour s'amuser? Ça arrive, hein. C'est un droit. Ou c'est je cherche quelque chose de sérieux et dans ce quelque chose de sérieux, qu'est-ce que je prends? C'est ça. Même dans une famille recomposée. Voilà. Wow. Et après, le côté, j'entendais la sœur qui parlait avant, tout ce qui est héritage et tout, on a un cadre légal qui existe, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis ou même à Bangui. Sauf que, la Bangui cas, dans plusieurs cas où des familles recomposées, où la dame est légalement mariée, quand le monsieur disparaît, ces femmes-là n'osent pas revendiquer leurs droits ou faire valoir leurs droits. Et c'est là où le problème commence. Les femmes du dehors? Non, les femmes qui sont légalement mariées. Les épouses. Les veuves, en fait. Oui. Parce qu'il y a une loi qui existe en Centrafrique. C'est pas un état de non-droit. Il y a la loi qui existe. Même s'ils ont acquis les actes testamentaires, il y a le code de la famille qui existe, il y a des dispositions qui existent. Donc même si le monsieur il a fait des enfants bien avant, si la deuxième femme, on va dire c'est la dernière qu'il a eue, elle est légalement mariée, si ce monsieur-là disparaît, ben, la loi en Centrafrique prévoit des choses pour cette femme. Et pour les autres héritiers qui existent. Et quand une femme elle rentre dans une relation comme ça, parce que souvent en fait quand il s'agit de partage de patrimoine après un décès, ce sont souvent les femmes qui sont pénalisées. Il faut aussi qu'elles prennent connaissance de ces dispositions légales et qu'elles se préparent en conséquence. Oui. Donc, et ça fait aussi partie des intérêts qu'on a ou d'entrer ou pas dans une relation. Tout à fait, les intérêts. C'est très important, la famille, les intérêts. Est-ce qu'on prend, moi j'ai un système tout simple pour prendre une décision, feuille crayon, à gauche je mets les inconvénients, à droite les avantages, je les écris tous, et puis quand les inconvénients sont supérieurs aux avantages pour moi, ben salut, j'ai pas d'avantage à prendre la décision ou à faire le choix en question. Même quand tu es amoureuse, tu arrives à écrire là? Mais oui. Je te donne un exemple, tu rencontres quelqu'un, voilà. Tu aimes cet homme, pourquoi je l'aime? Même si je ne l'écris pas, je vais l'écrire dans ma tête. Est-ce que c'est parce qu'il est beau? Est-ce que parce qu'il est présente bien? Il a un carnet d'adresses qui peut m'intéresser? Ainsi de suite, ainsi de suite. On a toujours un intérêt à être attiré par quelqu'un. Mais toi, tu parles bien, carnet d'adresses, alors que d'autres penseraient à est-ce qu'il l'a bien? Mais vraiment, mais tu parles bien. Pourquoi on arrive à réfléchir qu'à ça? Je t'entendais tout à l'heure dire que au bout d'un moment, l'amour disparaît. C'est vrai. Ah oui. Mais que ça soit nos frères ou nous-mêmes, quand on rentre dans une relation, on a tous en tête, ah oui, il faut que ça aille jusqu'à la mort. Soit, mais comment on fait pour que ça arrive jusqu'à la mort et qu'on tienne? Quand l'amour n'est plus là, qu'est-ce qui reste? Il faut qu'il reste de l'amitié ou un intérêt commun. Oh, jusqu'à la gare Oui, bon, à la gare, après, mon RER ou mon train. Bon, si ton terminus, ils ont pas descendre en ça. Alors, Parce que quand on prend à la gare, des fois, il y a des voies de garage. Vraiment. Ben oui. Donc, il faut toujours qu'il y ait un intérêt quelque part. Oui. Moi, j'ai une formule toute simple, c'est que je ne peux pas être en amour avec quelqu'un avec qui je n'ai pas un minimum d'amitié. Parce que quand l'amour passe, il faut qu'il y ait de l'amitié. Quand on regarde nos parents ou nos tantes et tout ça, la Gonglavi, même là, des fois, ils sont en train de se taquiner. Ils se rappellent les histoires de jeunesse et tout. Mais sur le champ, au bout de 1 an, 2 ans, on se dit, est-ce que cette personne-là, ça peut être mon ami? Dans 10 ans, dans 5 ans, quand l'amour ne sera plus là, est-ce que ça peut être mon meilleur ami? Mon confident. Et voilà. C'est pas forcément simple, mais c'est des choses qui se cultivent. Bravo. Envoyez des pouces, des cœurs, des likes pour la sœur Prisca Roselyne. Merci. Voilà, je vais te laisser. Merci beaucoup pour ton avis qui est très précieux et reste connecté. Pour le thème. Oui, de rien, on est là. Nous on dialogue ici. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Merci.